Chapitre 2. Grillade de moutons. Bilbo sauta à bas de son lit, et après avoir enfilé sa robe de chambre, il se rendit dans la salle à manger. Là, il ne vit personne, mais il y avait tous les signes d'un plantureux déjeuner pris à la hâte. Dans toute la pièce régnait un affreux désordre, et dans la cuisine, il constata la présence de quantités de pots sales. Il semblait que l'on eût usé de la presque totalité de ce qu'il possédait en fait de pots et de casseroles. Le lavage de la vaisselle était tristement réel, et Bilbo fut bien obligé de croire que la réception de la veille ne relevait pas de ses mauvais rêves comme il s'était plu à l'espérer. En vérité, il se sentait plutôt soulagé, tout compte fait, à la pensée qu'ils étaient tous partis sans lui et sans se préoccuper de le réveiller. Mais sans même un merci, pensa-t-il. Et pourtant, d'un certain côté, il ne pouvait se retenir d'éprouver un brin de déception. Ce sentiment le surprit. « Ne sois pas stupide, Bilbo Saquet, se dit-il. À ton âge, penser à des dragons et à toutes ces fariboles de bout du monde. » Il passa donc un tablier, alluma des feux, mit de l'eau à bouillir et fit la vaisselle. Après quoi, il prit un bon petit déjeuner dans la cuisine avant de nettoyer la salle à manger. À ce moment, le soleil brillait, et la porte de devant, ouverte, laissait pénétrer une tiède brise printanière. Bilbo se mit à siffler avec force et à oublier la soirée de la veille. En fait, il s'asseyait juste devant un second et agréable petit déjeuner dans la salle à manger, à côté de la fenêtre ouverte, lorsque Gandalf entra. « Alors, mon cher, dit-il, quand allez-vous vous décider à venir? On avait parlé d'un départ à l'aube, et vous voilà en train de prendre votre petit déjeuner, ou je ne sais comment vous appelez cela, à 10h30. Ils vous ont laissé le mot parce qu'ils ne pouvaient attendre. » Quel mot? Dit le pauvre Saquet tout en émoi. Par les grands éléphants, s'écria Gandalf. Vous n'êtes pas dans votre assiette ce matin, vous n'avez même pas épousseté la cheminée. Qu'est-ce que cela a à voir avec les questions? J'ai eu assez à faire avec la vaisselle de 14 personnes. Si vous aviez épousseté la cheminée, vous auriez trouvé ceci glissé sous la pendule, dit Gandalf, tendant à Bilbo une lettre, écrite sur son propre papier naturellement. Voici ce qu'il lut. Thorin et compagnie, au cambrioleur Bilbo, salut. Nos plus sincères remerciements pour votre hospitalité et notre reconnaissante acceptation de votre offre d'assistance technique. Conditions. Paiement à la livraison jusqu'à concurrence d'un 14e des bénéfices totaux, s'il y en a. Tout frais de voyage garantis en tout état de cause. Frais d'enterrement à notre charge ou à celle de nos représentants s'il y a lieu et si la question n'est pas réglée autrement. Jugeant inutile de déranger votre repos estimé, nous sommes partis en avant pour faire les préparatifs requis et nous attendrons votre personne respectée à l'auberge du Dragon Vert, près de l'eau, à 11h précises. Comptant sur votre ponctualité, nous avons l'honneur d'être vos profondément dévoués, Thorin et compagnie. Cela ne vous laisse que 10 minutes. Il vous faudra courir, dit Gandalf. Mais, fit Bilbo, il n'y a pas le temps, dit le magicien. Mais, répéta Bilbo, pas le temps pour cela non plus. Oust! Jusqu'à la fin de ses jours, Bilbo ne devait jamais oublier comment il s'était retrouvé dehors, sans chapeau, sans canne, sans argent, sans rien de ce qu'il prenait généralement pour sortir. Il avait laissé son second petit déjeuner à demi consommé, la vaisselle aucunement faite. Ayant fourré ses clés dans la main de Gandalf, il avait dévalé le chemin de toute la vitesse de ses pieds poilus, passé devant le grand moulin, traversé l'eau et couru sur 1 mille et plus. Il était bien essoufflé en arrivant à près de l'eau, comme 11h sonnaient, et il constata alors qu'il avait oublié son mouchoir. « Bravo !» s'écria Balin qui, du seuil, surveillait la route. À ce moment, tous les autres tournèrent le coin, venant du village. Ils étaient montés sur des poneys, dont chacun était chargé de tout un attirail de bagages, ballots, paquets. Il y en avait un très petit, apparemment destiné à Bilbo. « En selle tous les deux, et partons, » dit Thorin. « Je suis navré, » dit Bilbo, « mais je suis venu sans chapeau, je n'ai pas de mouchoir et je n'ai pas d'argent. Je n'ai trouvé votre mot qu'à 10h45, pour être précis. »« Ne soyez pas précis, » dit Dwalin, « et ne vous en faites pas. Il vous faudra vous passer de mouchoirs et de bien d'autres choses avant d'arriver au terme du voyage. Quant au chapeau, j'ai dans mes bagages un capuchon et une cape de rechange. »
Et voilà comment ils partirent de l'auberge par un beau matin juste avant le mois de mai, au petit trot de poney bien chargé. Et Bilbo portait un capuchon vert foncé, un peu délavé par les intempéries, et une cape de même couleur empruntée à Dwalin. Ils étaient trop grands pour lui, et il avait un air assez comique. Ce que son père Bungo aurait pensé de lui, je n'ose y songer. Sa seule consolation était de ne pouvoir être pris pour un nain, puisqu'il n'avait pas de barbe. Il n'avait pas parcouru beaucoup de chemin que parut Gandalf, splendidement monté sur un cheval blanc. Il apportait une provision de mouchoirs, ainsi que la pipe et le tabac de Bilbo. Aussi, après cela, le groupe poursuivit son chemin tout à fait gaiement. On raconta des histoires, on chanta des chansons en chevauchant toute la journée, hormis naturellement les arrêts pour les repas. Ceci ne se produisait pas tout à fait aussi souvent que Bilbo l'eût souhaité, mais il commençait cependant à trouver que les aventures n'étaient pas si désagréables après tout. On avait commencé par traverser une région de hobbits. Un pays convenable, habité par d'honnêtes gens, avec de bonnes routes, quelques auberges et de temps à autre, un nain ou un fermier se rendant d'un pas tranquille à ses affaires. Puis on était arrivé dans des contrées où les gens usaient d'un langage étrange et chantaient des chansons que Bilbo n'avait jamais entendues. Et maintenant, on avait pénétré loin à l'intérieur des terres solitaires, où on ne voyait plus personne, où il n'y avait plus d'auberges, et où les routes devenaient franchement mauvaises. Non loin devant eux s'élevaient de plus en plus haut de mornes collines couvertes d'arbres noirs. Certaines étaient couronnées de vieux châteaux à l'air sinistre, comme s'ils avaient été construits par de mauvaises gens. Tout revêtait un aspect sombre, car le temps avait pris une mauvaise tournure. Jusque-là, il avait été aussi beau qu'il peut l'être au mois de mai, même dans les contes joyeux. Mais à présent, il faisait froid et humide. Dans les terres solitaires, ils avaient dû camper quand ils le pouvaient, mais au moins y faisait-il sec. Dire que ce sera bientôt juin, grogna Bilbo, qui barbotait derrière les autres dans un sentier fort boueux. Le moment du thé était passé. Il pleuvait à verse, comme il l'avait fait tout le long de la journée. Son capuchon lui dégouttait dans les yeux, sa cape était saturée d'eau, le poney était fatigué et bronchait sur les pierres. Les autres étaient trop maussades pour parler. Et je suis sûr que la pluie s'est infiltrée dans les vêtements secs et dans les sacs de provisions, pensa Bilbo. La peste soit de la cambriole et de tout ce qui y touche. Je voudrais bien être chez moi au coin du feu dans mon gentil trou, avec la bouilloire en train de commencer à chanter. Ce ne devait pas être la dernière fois qu'il se dirait cela. Les nains continuèrent cependant à trotter, sans jamais se retourner ni prêter attention aux hobbits. Quelque part derrière les nuages gris, le soleil avait dû se coucher, car il commençait à faire sombre tandis qu'il descendait dans une vallée profonde, au fond de laquelle coulait une rivière. Le vent se leva, et les saules, le long des rives, se courbaient en gémissant. Heureusement, la route passait sur un vieux pont de pierre, car la rivière, enflée par les pluies, descendait impétueusement des collines et des montagnes du nord. Quand ils eurent traversé, il faisait presque nuit. Le vent dispersa les nuages gris, et une lune vagabonde parut au-dessus des collines, parmi les lambeaux flottants. Ils s'arrêtèrent alors, et Thorin murmura quelque chose au sujet du souper. Et où trouver un coin sec pour dormir? Ce furent à ce moment seulement qu'ils s'aperçurent de l'absence de Gandalf. Jusque-là, il les avait accompagnés tout du long, sans jamais dire s'il prenait vraiment part à l'expédition ou s'il leur faisait juste un bout de conduite. Il avait toujours été le premier pour ce qui était de manger, de parler et de rire. Mais maintenant, il avait tout simplement disparu. Et précisément au moment où un magicien aurait été le plus utile, grognèrent Dori et Nori, qui partageaient les vues du hobbit sur la nécessité de repas abondants et fréquents. Ils décidèrent finalement de camper où ils se trouvaient. Ils gagnèrent un bouquet d'arbres, et, bien qu'à cet abri le terrain fût plus sec, le vent faisait tomber les gouttes des feuilles et le ruissellement était extrêmement désagréable. Et la malice semblait avoir gagné le feu. Les nains peuvent faire du feu à peu près n'importe où, avec à peu près n'importe quoi, qu'il y ait du vent ou non. Mais ce soir-là, ils n'y parvinrent pas. Même pas Oin et Gloin qui y étaient particulièrement experts. Et puis,
L'un des poneys, prenant peur sans raison, se précipita dans la rivière avant qu'on ne pût le rattraper. Pour l'en ressortir, Philly et Killy furent bien près de se noyer, tandis que tout le bagage qu'il portait était arraché de son dos. Naturellement, c'était surtout de la nourriture, et il resta bien peu de choses pour le dîner, et moins encore pour le petit déjeuner. Les voilà donc assis, maussades, mouillés et marmonnants, tandis qu'Oin et Gloin persistaient dans leur effort pour allumer le feu et se querellaient à ce sujet. Bilbo méditait tristement sur ce que les aventures ne consistent pas toujours en promenade à dos de poney dans le soleil de mai, quand Balin, leur guetteur attitré, s'écria « Il y a une lumière là-bas !» Une colline s'élevait à quelque distance, avec des arbres, par endroits assez épais. Du milieu de la masse sombre, ils virent alors briller une lumière rougeâtre à l'aspect réconfortant, comme d'un feu ou de torches clignotantes. Après un moment de contemplation, ils se mirent à discuter. Les uns disaient non, d'autres oui. Certains déclarèrent qu'il n'y avait qu'à aller voir et que tout valait mieux qu'un maigre souper, un petit déjeuner plus maigre encore et des vêtements humides pour la nuit entière. D'autres répondirent « Ces régions sont assez peu connues, elles sont trop proches des montagnes. Les voyageurs viennent rarement par ici à présent. Les vieilles cartes ne sont d'aucune utilité, les choses ont changé en mal, et la route n'est pas gardée. Ils ont même à peine entendu parler du roi dans ces parages, et moins vous vous montrerez curieux en les traversant, moins vous risquerez sans doute d'ennuis. » Certains dirent « Après tout, nous sommes 14. » D'autres demandèrent « Où est passé Gandalf ?» Cette remarque, tout le monde la répéta. Et alors, la pluie se mit à tomber à torrents plus forts que jamais, et Oin et Gloin commencèrent à se battre. Cela décida de la question. « Après tout, nous avons avec nous un cambrioleur, » dirent-ils. Et ils décampèrent, poussant leur poney avec toute la prudence voulue en direction de la lumière. Ils arrivèrent à la colline et furent bientôt dans le bois. Ils commencèrent à grimper, mais on ne voyait aucun sentier tracé susceptible de mener à une maison ou à une ferme, et, malgré toutes leurs précautions, ils produisaient passablement de bruissements et de craquements, sans compter une bonne dose de bougonnements et de grognements, en passant sous les arbres, dans la nuit noire. Soudain, la lumière rouge brilla avec un grand éclat entre les troncs, à petite distance d'eux. « C'est maintenant au cambrioleur d'agir, » dirent-ils, entendant par là Bilbo. « Il faut aller voir ce que c'est que cette lumière, à quoi elle sert et s'il n'y a aucun danger, » dit Thorin au hobbit. « Sautez et revenez vite si tout va bien. Dans le cas contraire, revenez si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, poussez 2 ululements d'effraie et 1 de chouette, et nous ferons ce que nous pourrons. » Bilbo dut partir, sans même pouvoir expliquer qu'il ne savait pas plus ululer, fût-ce une seule fois, à la manière d'aucune sorte de hibou qu'il n'aurait pu voler comme une chauve-souris. Mais en tout cas, les hobbits peuvent se déplacer dans les bois sans faire de bruit, sans faire le moindre bruit. Ils en sont fiers. Et Bilbo avait marqué à plusieurs reprises au cours de leur randonnée son dédain pour ce qu'il appelait tout ce boucan de nains, quoique, je le suppose, ni vous ni moi n'aurions rien remarqué par une nuit venteuse, toute la cavalcade eût-elle passé à 2 pieds de distance. Pour ce qui était de Bilbo, tandis qu'il avançait d'un pas compassé vers la lumière rouge, je pense que pas même une belette n'aurait bougé d'un poil de sa moustache. Il arriva donc, naturellement, jusqu'au feu, car c'en était un, sans déranger personne. Et voici ce qu'il vit. 3 personnages de très forte carrure étaient assis autour d'un très grand feu de bûches de hêtre. Ils faisaient rôtir du mouton sur de longues broches de bois et léchaient la sauce sur leurs doigts. Une bonne et appétissante odeur se répandait alentour. Ils avaient aussi à portée de la main un tonneau de bonne boisson, et ils buvaient dans des pichets. Mais c'étaient des trolls, manifestement des trolls. Même Bilbo pouvait le voir, en dépit de sa vie passée bien à l'abri. À leur grande et lourde face, à leur taille et à la forme de leurs jambes, sans parler de leur langage qui n'était pas du tout, mais là, pas du tout, celui des salons. Du mouton hier, du mouton aujourd'hui, et le diable m'emporte. Ça m'a tout l'air d'être devoir être encore du mouton demain,
dit un des trolls. Pas un sacré morceau de chair humaine depuis je ne sais combien de temps, dit un second. À quoi, bon Dieu, pouvait penser William pour nous amener par ici, je me le demande. Et la boisson va manquer qui pillait, continua-t-il, poussant le coude de William qui prenait une lampée de son pichet. William s'étrangla. Ferme ça, dit-il aussitôt qu'il le put. Tu vas pas espérer que les gens vont toujours rester là uniquement pour se faire manger par toi et par Berthe. À vous deux, vous avez dévoré un village et demi depuis que nous sommes descendus des montagnes. Combien que t'en veux encore? Et la chance nous a pas mal servi, alors tu devrais dire « Merci Bill pour un bon morceau de mouton gras de la vallée comme celui-ci. » Il mordit à belles dents dans un gigot qu'il rôtissait et s'essuya les lèvres sur sa manche. Oui, je crains que ce ne soient là les façons des trolls, même les monocéphales. Ayant entendu tout cela, Bilbo aurait dû faire immédiatement quelque chose. Soit retourner sans bruit avertir ses amis qu'il y avait là 3 trolls de bonne dimension et assez mal disposés, tout prêts sans doute à goûter du nain, voire même du poney rôti pour changer. Soit s'exercer à un bon et rapide cambriolage. Un cambrioleur de premier ordre, légendaire, aurait à ce moment fait les poches des trolls, ce qui vaut presque toujours de la peine quand on peut y arriver. Il aurait chippé le mouton même sur les broches, dérobé la bière, et s'en serait allé sans avoir été remarqué. D'autres, plus positifs, mais doués de moins d'amour-propre professionnel, auraient peut-être planté un poignard dans le corps de chacun d'eux avant qu'ils ne s'en fussent aperçus. Après quoi, on aurait passé joyeusement la nuit. Bilbo le savait. Il avait beaucoup lu sur des choses qu'il n'avait jamais vues ou jamais faites. Il était extrêmement alarmé et aussi dégoûté. Il aurait voulu être à 1000 lieues de là, et pourtant quelque chose l'empêchait de retourner tout droit les mains vides auprès de Thorin et compagnie. Il resta donc là, hésitant, dans l'ombre. De tous les procédés de cambriolage dont il avait connaissance, le vol à la tire dans les poches des trolls lui sembla présenter le moins de difficultés. Aussi finit-il par se glisser derrière un arbre, juste dans le dos de William. Berthe et Tom allèrent au tonneau. William prenait encore un pot. Bilbo rassembla alors tout son courage et mit sa petite main dans l'énorme poche de William. Il y avait là un porte-monnaie, pour Bilbo aussi grand qu'un sac. Ah, voilà toujours un commencement, pensa-t-il, s'échauffant pour son nouveau travail, tandis qu'il tirait soigneusement l'objet. C'était bien un commencement. Les porte-monnaies de trolls ont de la malice, et celui-ci ne faisait pas exception. « Oh là, qui êtes-vous » fit-il d'un ton aigu comme il sortait de la poche. « Crénon, regarde un peu ce que j'ai attrapé, Berthe, dit William. Qu'est-ce que c'est dirent les autres, s'approchant. Du diable si je le sais, qu'est-ce que t'es? Bilbo Saquet, un hobbit, dit le pauvre Bilbo, tremblant de tous ses membres et se demandant comment faire des bruits de chouette avant d'être étranglé. Un cambin hobbit s'écrièrent-ils un peu saisis. Les trolls ont l'esprit assez lent et ils se méfient énormément de toute nouveauté. Qu'est-ce qu'un cambin hobbit a à voir dans ma poche de toute façon, dit William. Et ça se cuit-il demanda Tom. Tu peux toujours essayer, dit Berthe, ramassant une brochette. Une fois dépioté et désossé, il ne ferait pas plus qu'une bouchée, fit remarquer William, qui avait déjà bien dîné. Peut-être qu'il y en a d'autres comme lui dans les environs, et qu'on pourrait faire un pâté, suggéra Berthe. Dites donc, y en a-t-il d'autres de votre espèce en train de fureter dans les bois, sale petit lapin ajouta-t-il, les yeux fixés sur les pieds poilus du hobbit. Et le ramassant par les orteils, il se mit à le secouer. Oui, des quantités, répondit Bilbo avant de s'être rappelé qu'il ne devait pas trahir ses amis. Non, pas du tout, pas un seul, enchaîna-t-il. Qu'est-ce que tu veux dire dit Berthe, le tenant à l'endroit par les cheveux cette fois. Ce que je dis, fit Bilbo haletant. Et je vous en prie, ne me faites pas cuire, mes bons messieurs. Je suis un excellent cuisinier moi-même, et je cuis mieux que je ne cuis, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous ferai de la succulente cuisine, un petit déjeuner parfaitement merveilleux, si seulement vous voulez bien ne pas me prendre pour souper. Pauvre petit bonhomme, dit William. Il avait déjà avalé tout ce qu'il pouvait contenir, et il avait aussi bu une grande quantité de bière. Le pauvre petit bonhomme, laissez-le aller. Pas avant qu'il nous ait expliqué ce qu'il entend par des quantités et pas du tout, déclara Berthe. Je ne tiens nullement à avoir la gorge tranchée pendant mon sommeil. Tenez-lui les pieds dans le feu jusqu'à ce qu'il parle.
Je ne veux pas de ça, dit William. C'est moi qui l'ai attrapé, de toute façon. T'es un gros imbécile, William, et ce n'est pas la première fois que je le dis. Et toi, t'es un butor. Ça, je vais pas accepter ça de ta part, Bill Huggins, dit Bert, mettant son poing dans l'œil de William. Il y eut alors une magnifique bagarre. Il restait tout juste assez de présence d'esprit chez Bilbo, quand Bert le laissa tomber à terre pour s'écarter à quatre pattes de sous leurs pieds, avant qu'ils ne fussent occupés à se battre comme des chiens et à se traiter à voix très forte de tous les noms parfaitement véridiques et applicables. Bientôt, ils furent étroitement enlacés et ils roulèrent presque dans le feu, ruant et cognant tandis que Tom les fouettait avec une branche pour les ramener à la raison, ce qui ne faisait naturellement que les rendre plus furieux encore. C'eût été pour Bilbo le moment de filer. Mais ses pauvres petits pieds avaient été fortement écrasés dans la large patte de Berthe. Il n'avait plus le souffle dans le corps et la tête lui tournait, de sorte qu'il resta un moment à tituber juste en dehors du cercle de lumière du feu. En plein milieu de la lutte survint Balin. Les nains avaient entendu de loin des bruits, et, après avoir attendu un moment le retour ou le ululement de Bilbo, ils étaient partis l'un après l'autre en rampant le plus silencieusement possible vers la lumière. À peine Tom eut-il vu paraître Balin qu'il poussa un affreux hurlement. Les trolls détestent tout simplement la vue des nains quand ils ne sont pas cuits. Bert et Bill arrêtèrent instantanément le combat pour s'écrier « Un sac, Tom, vite !» Avant que Balin, qui se demandait où, dans toute cette confusion, se trouvait Bilbo, se rendit compte de ce qui se passait, un sac lui enveloppa la tête et il fut à terre. « Il y en a d'autres à venir ou je me trompe fort, dit Tom. Des quantités et pas du tout, que c'est. Pas des cambins hobbits, mais des quantités de ces nains. Voilà à peu près comment ça se présente. » J'ai l'idée que t'as raison, dit Bert, et on ferait mieux de sortir de la lumière. Ce qu'ils firent, tenant à la main les sacs dont ils se servaient pour emporter le mouton et autres butins, ils attendirent dans l'ombre. Au fur et à mesure que les nains arrivaient et regardaient avec surprise le feu, les pots renversés et le mouton rongé, crac! Un vilain sac puant leur enserrait la tête et ils étaient jetés à terre. Bientôt, Dwalin et Balin furent étendus côte à côte, Fili et Kili ensemble, Dori, Nori et Ori en tas, et Oin, Gloin, Bifur, Bofur et Bombur inconfortablement empilés près du feu. « Voilà qui leur apprendra, » dit Tom, car Bifur et Bombur leur avaient donné beaucoup de mal, se battant comme des forcenés, comme font les nains quand ils sont acculés. Thorin arriva en dernier, et il ne fut pas pris à l'improviste. Il s'attendait à quelques mauvais tours, et il n'avait pas besoin de voir les jambes de ses amis dépassant des sacs pour comprendre que les choses n'allaient pas pour le mieux. Il resta à distance dans l'ombre, se demandant « Qu'est-ce que tout ce tintouin? Qui a donc malmené mes gens ?» « Ce sont des trolls, » répondit de derrière un arbre Bilbo, que les autres avaient complètement oublié. « Ils sont cachés dans les fourrés avec des sacs. »« Ah, vraiment ?» dit Thorin. Et il bondit jusqu'au feu avant qu'ils n'eussent pu lui sauter dessus. Il saisit une grande branche, tout enflammée à un bout, et Bert reçut ce bout dans l'œil avant d'avoir pu s'écarter. Cela le mit hors de combat pour un moment. Bilbo fit de son mieux. Il attrapa une jambe de Tom, tant bien que mal, car elle avait l'épaisseur d'un jeune tronc d'arbre, mais il fut envoyé au-dessus des buissons quand Tom décocha des coups de pied dans le feu pour projeter des étincelles dans la figure de Thorin. En retour, Tom reçut la branche dans les dents et il en perdit une de devant, ce qui lui fit pousser un beau hurlement. Mais juste à ce moment, William, s'approchant par derrière, jeta un sac sur la tête de Thorin et jusqu'à ses pieds. Et ainsi, la lutte prit fin. Ils se trouvaient dans un beau pétrin maintenant, tous proprement ficelés dans des sacs, avec 3 trolls furieux, dont 2 avaient le souvenir cuisant de brûlures et de contusions, assis à côté et discutant pour savoir s'ils devaient les rôtir à petit feu, les hacher menus pour les faire bouillir, ou simplement s'asseoir sur eux pour les réduire en gelée. Tandis que Bilbo restait terré dans un buisson, les vêtements et la peau déchirés, sans oser bouger de peur d'être entendu. Ce fut alors que Gandalf revint. Mais personne ne le vit. Les trolls venaient de décider de rôtir les nains tout de suite pour les manger plus tard. L'idée venait de Bert, et après une longue discussion, tous y étaient ralliés. « Pas la peine de les rôtir maintenant, ça prendrait toute la nuit, » dit une voix. Bert crut que c'était celle de William.
Ne reprends pas toute la discussion, Bill, dit-il. Sans quoi il y faudra en effet toute la nuit. Qui donc discute dit William, croyant que c'était Berthe qui avait parlé. Toi, dit Berthe. Tu mens, dit William. Et la discussion reprit de plus belle. Finalement, ils décidèrent de hacher menu les nains et de les faire bouillir. Ils sortirent donc une grande marmite noire et tirèrent leurs couteaux. On ne peut pas les faire bouillir, on n'a pas d'eau et le puits est au diable, dit une voix. Berthe et William crurent que c'était celle de Tom. La ferme, dirent-ils. On n'en finira jamais, et tu iras chercher de l'eau toi-même si tu l'ouvres encore. La ferme toi-même, dit Tom, qui pensait que c'était la voix de William. Qui discute, sinon toi, je voudrais bien le savoir. T'es qu'un idiot, dit William. Idiot toi-même, dit Tom. Et la discussion reprit de plus belle et se poursuivit plus chaude que jamais jusqu'à ce qu'enfin ils décidèrent de s'asseoir sur les sacs l'un après l'autre pour les écraser et les faire bouillir ultérieurement. Par lequel va-t-on commencer dit une voix. Le mieux est de commencer par le dernier bonhomme, dit Berthe, dont l'œil avait été endommagé par Taurine. Il croyait que c'était Tom qui parlait. Ne parle pas tout seul, dit Tom, mais si tu veux t'asseoir sur le dernier, fais-le. Lequel est-ce? Celui qui a des bas jaunes, dit Berthe. Allons donc, c'est celui qui a des bas gris, dit une voix semblable à celle de William. J'ai bien vu qu'ils étaient jaunes, dit Berthe. Ils étaient jaunes, dit William. Alors pourquoi que t'as dit qu'ils étaient gris, dit Berthe. J'ai jamais dit ça, c'est Tom qui l'a dit. Jamais de la vie, dit Tom, c'était toi. 2 contre 1, alors boucle-la, dit Berthe. À qui que tu causes, dit William. Oh, assez, dirent Tom et Berthe ensemble. La nuit s'avance et l'aube vient de bonne heure. Finissons-en. Que l'aube vous saisisse tous et soit pour vous de pierre, dit une voix qui sonnait comme celle de William. Mais ce n'était pas elle, car juste à ce moment, la lumière parut au-dessus de la colline et il y eut un puissant gazouillis dans les branches. William ne souffla mot. Il avait été pétrifié là, tandis qu'il se baissait. Berthe et Tom avaient été plantés comme des rocs pendant qu'ils le regardaient. Et ils se dressent encore là, à ce jour, tout seuls, à moins que les oiseaux ne perchent sur leur personne. Car vous le savez sans doute, les trolls doivent se trouver sous terre avant l'aurore, où ils retournent à la matière des montagnes dont ils sont sortis et ne font plus un mouvement. C'était ce qui était arrivé à Berthe, Tom et William. Excellent, dit Gandalf, sortant de derrière un arbre et aidant Bilbo à descendre d'un arbrisseau épineux. Bilbo comprit alors. C'était la voix du magicien qui avait maintenu la querelle et la zizanie entre les trolls jusqu'à ce que la lumière du jour vînt en finir avec eux. La tâche suivante fut de délier les sacs et de libérer les nains. Ils étaient presque suffoqués et très ennuyés. Ils n'avaient éprouvé aucun plaisir à être couchés là et à entendre les trolls discuter de leur rôtissage, de leur réduction en bouillie ou de leur hachement menu. Pour les satisfaire, Bilbo dut raconter 2 fois de suite ses aventures. Ce n'était pas le moment de vous exercer au chapardage ou au vol à la tire, alors que ce qu'il nous fallait, c'était du feu et de la nourriture, dit Bombure. Et c'est précisément ce que vous n'auriez pas obtenu de ces gens sans vous battre, de toute façon, dit Gandalf. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de perdre votre temps. Ne vous rendez-vous pas compte que les trolls doivent avoir une caverne ou un trou creusé près d'ici pour se cacher du soleil? Il faut y jeter un coup d'œil. Ils cherchèrent alentour et ils ne tardèrent pas à découvrir les empreintes des souliers de pierre des trolls qui partaient parmi les arbres. Ils suivirent la trace au flanc de la colline jusqu'à une grande porte de pierre dissimulée par des buissons, laquelle fermait une caverne. Mais ils ne purent l'ouvrir, même en poussant tous à la fois, tandis que Gandalf essayait diverses incantations. « Ceci servirait-il à quelque chose » demanda Bilbo quand ils commencèrent à être fatigués et mécontents. « Je les trouvais par terre à l'endroit où les trolls s'étaient battus. » Il tendait une clé assez grande, bien que William l'eût sans doute considérée comme très petite et secrète. Elle avait dû par chance tomber de sa poche avant sa transformation en pierre. « Pourquoi, diantre, ne pas en avoir parlé plus tôt » s'écrièrent-ils. Gandalf la saisit et l'engagea dans la serrure. La porte de pierre s'ouvrit alors sur une seule bonne poussée, et tous entrèrent. Le sol était jonché d'ossements, et une odeur nauséabonde flottait dans l'air.
Mais il y avait une grande quantité de nourriture pêle-mêle sur des étagères et par terre, au milieu d'un fouillis de butin de toutes sortes allant de boutons de cuivre à des pots remplis de pièces d'or dans un coin. Il y avait aussi des quantités d'effets suspendus au mur. Trop petits pour des trolls, ce devaient être ceux des victimes, je le crains. Et parmi ceux-ci se voyaient plusieurs épées de façons, de formes et de dimensions variées. Deux attirèrent particulièrement leur regard à cause des superbes fourreaux et des gardes enrichis de pierreries. Gandalf et Thorin en prirent chacun une, et Bilbo prit un couteau à gaine de cuir. Ce couteau n'aurait fait qu'un tout petit canif pour un troll, mais il valait une courte épée pour un hobbit. On dirait de bonnes lames, dit le magicien, les tirant à demi et le regardant avec curiosité. Elles n'ont pas été forgées par un troll, ni par un homme de cette région ou même de ce temps. Mais nous en saurons plus quand nous aurons pu déchiffrer les runes qui y sont gravées. Sortons de cette terrible odeur, dit Philly. Ils emportèrent donc au dehors les pots de pièces et la nourriture intacte qu'il leur parut bonne à consommer, ainsi qu'un tonneau de bière encore plein. À ce moment, ils se sentirent l'envie d'un déjeuner, et comme ils avaient très faim, ils ne dédaignèrent pas ce qu'ils avaient prélevé dans le garde-manger des trolls. Leur propre provision était maigre. Maintenant, ils avaient du pain et du fromage, de la bière en suffisance et du lard à faire griller sur la braise du feu. Le repas terminé, ils dormirent un peu, car leur nuit avait été troublée, et ils ne firent plus rien jusqu'à l'après-midi. Alors, ils amenèrent leurs poneys et emportèrent les pots d'or qu'ils enterrèrent en grand secret, non loin de la piste longeant la rivière, non sans les avoir protégés par de nombreux charmes, pour le cas où ils auraient quelque jour la chance de venir les récupérer. Cela fait, tous remontèrent sur les poneys, et ils repartirent au petit trot en direction de l'est. Où étiez-vous donc allé, si je puis me permettre de vous le demander dit Thorin à Gandalf, tandis qu'ils poursuivaient leur chemin. Jetez un regard en avant, répondit-il. Et qu'est-ce qui vous a ramené juste à temps? Un regard en arrière, dit-il. Bien sûr, dit Thorin, mais pourriez-vous être un peu plus clair? J'étais parti examiner la route. Elle deviendra bientôt dangereuse et difficile. Aussi étais-je anxieux de réapprovisionner notre petite réserve de vivres. Je n'étais pas allé bien loin, cependant, lorsque je rencontrai une paire d'amis de Rivendell. Où est-ce demanda Bilbo. N'interrompez pas, dit Gandalf. Avec de la chance, vous y arriverez dans quelques jours maintenant, et vous découvrirez tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Je disais donc que j'avais rencontré deux des gens d'Elrond. Ils se hâtaient par crainte des trolls. Ce sont eux qui m'apprirent que 3 de ces trolls étaient descendus de la montagne et s'étaient installés dans les bois non loin de la route. Après avoir fait fuir les gens de la région, ils guettaient des étrangers. J'eus aussitôt l'impression que ma présence était nécessaire. Regardant en arrière, je vis au loin un feu, et j'allais dans cette direction. Vous savez la suite. Mais je vous en prie, faites plus attention la prochaine fois. Sans quoi nous n'arriverons jamais nulle part. Merci, dit Thorin.